Ok, salut les gars. Alors, pour cette vidéo, ça va être comme sujet donc la création de deck, donc sur Warno évidemment. Ça va être une vidéo en deux parties. Donc la première va s'adresser vraiment aux gens qui souhaiteraient acheter le jeu. Donc ça va être comment, ou qui viennent d'acheter le jeu, donc comment créer un deck, voilà les grosses bases de la création de deck. Et puis enfin, on verra comment créer un deck qui peut être intéressant pour notre gameplay et les stratégies qu'on va mettre en place, tout ça, tout ça. Alors, donc pour créer le deck, il faut aller sur Arsenal. Donc vous avez l'Arsenal ici. Vous allez dans Groupement tactique. Vous voyez là des decks que j'ai déjà créés. Et vous cliquez sur Créer. Vous choisissez les divisions. Vous en avez tout un tas. Donc en bleu, c'est les divisions de l'OTAN. À savoir que Warno fonctionne par système de division plus ou moins historique. Et donc vous avez plusieurs nations de l'OTAN, donc des Allemands, Américains, Anglais, Français, et des nations du pacte, sachant que c'est pendant la guerre froide, on retrouve l'Union soviétique et la RDA, et les divisions est-allemandes. Donc admettons, je veux créer une division, on est français, donc la 5ème division blindée. Comment ça se présente? Vous avez un système de points d'activation ici en haut dans les cases. Chaque case vaut le nombre de points attribués. Et vous pouvez mettre dans un deck un maximum de 50 points d'activation. Vous voyez, c'est tout en haut, point d'activation ici. Donc comment ça se passe quand vous voulez mettre une unité? Admettons, je sélectionne cette unité là. Je veux l'ajouter, je clique sur le plus. Elle est ici. Elle est sur une case qui coûte un point d'activation. Et vous voyez que là en haut, j'ai 1 sur 50. Et ainsi de suite. Le système veut que plus vous allez sur la droite et plus les cases vous comptez cher. Donc plus vous allez mettre d'unités dans la liste, plus les points d'activation vont monter vite. Et donc vous serez limité. Donc Warno fonctionne de la façon à ce qu'il y ait des divisions qui vont avoir certains secteurs de leur deck plus avantagés que d'autres. Par exemple, ici nous avons la division blindée française. Donc au niveau des points d'activation sur l'onglet des tanks, là où je veux sélectionner les tanks, je veux mettre des tanks dans mon deck. Vous voyez que j'ai toute une panoplie de points d'activation qui sont peu chers et je peux en avoir plusieurs. Tandis que par exemple si je vais dans l'onglet DCA, vous voyez que je peux en avoir déjà beaucoup moins. Et si je vais dans l'onglet hélicoptère, j'en ai encore beaucoup moins. Et vous voyez que les prix peuvent monter assez vite au niveau des coûts de points d'activation. Donc voilà comment se présente la base de la création de deck dans Warno. Donc une division blindée, vous pourrez mettre dans vos decks plein de blindés. Et les points d'activation donc sont moins chers par rapport à une division. On va prendre une division d'infanterie. Donc moi j'ai plus l'habitude de jouer russe, de jouer pacte. Donc on va prendre par exemple la KDR qui est vraiment une division portée sur le soutien de l'infanterie, qui n'est pas une division de blindés. Et vous voyez que ici au niveau des tanks, elle a très peu de tanks de disponibles à mettre dans son deck et les points d'activation coûtent vite fait relativement cher. Sans compter le fait que les blindés ne sont pas sa spécialité, donc ces divisions-là a pour particularité d'avoir des blindés moyens ou faibles. Alors ensuite, comment ça se passe? Alors on va prendre comme exemple pour cette vidéo-là donc un deck que j'ai déjà créé sur la division est-allemande. C'est la commande Berliner commande. Alors, vous aurez besoin pour faire une bataille dans Warno donc de plusieurs types, catégories donc d'unités. Vous avez donc la logistique qui va comprendre tout ce qui va être commandant. Les commandants, c'est pour prendre des zones sur les territoires, sur le champ de bataille. En fait, sur le champ de bataille, vous avez des zones à prendre et le commandant va vous permettre de capturer ces zones-là pour avoir des points, pour remporter la bataille. Mais tout ça, on verra plus tard. Ensuite, vous avez donc ça, des commandants, vous en avez ici par exemple, qui peuvent être blindés, armés ou non armés. Vous avez même des commandants en hélicoptère.
Et vous savez que c'est des commandants parce qu'il y a le petit cercle avec l'étoile dedans. Il y a hélicoptère de commandant. À savoir qu'à chaque fois que vous avez une question sur quoi que ce soit, sur un symbole, vous laissez votre icône dessus, vous laissez votre curseur dessus, et donc il y aura une explication. Donc vous avez des commandants, vous avez une fob. La fob, ça vous permet d'avoir donc du ravitaillement. Donc là on la voit pas, mais la fob vous permet d'avoir du ravitaillement en grand nombre, 16 000. Et vous avez donc dans cet onglet logistique forcément tout ce qui va être concerné le ravitaillement, donc à savoir des véhicules légers, des véhicules un peu plus gros. Pour savoir combien ils contiennent de ravitaillement, vous allez en bas à droite et vous voyez ici ravitaillement 2000. Alors comment ça se passe au niveau d'intégration? Pardon, on va finir les catégories, puis après on va partir sur un truc un peu plus spécialisé. Donc là vous avez l'onglet infanterie avec différents types d'infanterie, que ce soit des infanteries d'élite, des réservistes, des infanteries ATGM, donc qui ont des lance-missiles, des infanteries qui a plutôt des lance-flammes, etc., etc. Vous avez de l'aéroporté, des infanteries qui viennent avec des véhicules. Par exemple là, si je sélectionne cette troupe là, vous voyez il y a plusieurs véhicules qui peuvent accompagner donc cette section d'infanterie. On a donc l'artillerie, plusieurs types d'artillerie, des mortiers, de l'artillerie plus ou moins lourde, de l'artillerie mobile, donc canon sur véhicule. On a des MLRS, on est lanceurs de roquettes différents. Okay. Le fameux Buritano, on a l'Ouragan, vous voyez comment c'est bien fait. Très bien designé, très joli. Donc on a l'onglet tank ici, voilà, avec différents tanks pareil, plus ou moins lourds. De la reconnaissance, qui peut être à pied, de reconnaissance en véhicule. Il existe aussi de la reconnaissance en hélicoptère. Tout ce qui va être ici DCA, donc c'est anti-aviation. Donc vous avez de l'anti-aviation à pied ou en véhicule qui lance des missiles ou qui sont autocanons. De l'hélicoptère, tout type d'hélicoptère. Vous avez l'hélicoptère lance-roquettes comme ici ou des hélicoptères plus compétents, plus polyvalents, comme le Mi-24. Et puis enfin vous avez tout l'onglet aviation, donc qui va comprendre des chasseurs. Vous avez des bombardiers, pareil des bombardiers plus ou moins lourds, avec différents types de munitions, napalm, cluster, donc ce qui va être de l'anti-tank ou HE anti-infanterie. Voilà, des missiles ici, on a des missiles anti-tank. Ok. Donc voilà comment ça se présente. Donc admettons que je souhaite créer un deck. Merde. Hop, pardon. Je vais créer le deck. On va tourner sur une division de l'OTAN. Pour ce petit exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La troisième. Allez. Donc comment ça se passe? On a vu les points d'activation. Et donc par exemple, je souhaite mettre un Bradley. Donc suivez bien le curseur. Ici à gauche, vous avez donc le Bradley de commandement. Donc je clique dessus, elle est ici. Ce Bradley de commandement là, je peux le faire en 2 fois. Ici c'est le nombre de Bradley que vous pourrez déployer par carte. Donc admettons que j'ajoute cette carte, donc j'appuie sur le plus. Elle va apparaître ici en haut. Je peux en faire 2 fois par slot. Et son prix est là, à 130. Voilà, coût de l'unité. Et ici c'est la disponibilité. Donc je peux en faire 2. Vous avez des unités qui peuvent monter en compétences. Elles peuvent monter en vétérance. Donc par exemple, ici si je augmente sa compétence, elle gagne des bonus. Donc elle va gagner 10% de précision, différents types de bonus. Mais elle va perdre en disponibilité. Vous voyez que là je ne peux plus que faire un Bradley. Alors qu'avant, sur une compétence inférieure, je pouvais en faire 2. Donc il va falloir jongler en fonction de ce que vous souhaitez vous. En fonction de la disponibilité que vous souhaitez. Si vous souhaitez plutôt avoir des unités compétentes et donc en avoir moins de disponibles, ou bien plutôt avoir une profondeur d'unité,
et donc en avoir des moins compétentes. Ok. Comment ça se passe? Ici, vous avez donc la fiche technique de l'unité sur la partie droite. Donc on trouve le prix, le nom de l'unité. Ici, le coût de l'unité par rapport à ce qu'elle fait, avec différents types de couleurs. Vous voyez, par exemple, là, ils vous disent que l'indicateur blue indique que l'unité se situe dans les 25% de prix les plus élevés. Donc on considère cette unité-là comme une unité assez chère par rapport à ce que propose le jeu. Donc là, on a les différents types de blindage, avec des blindages à l'avant, sur les flancs, à l'arrière et sur le toit. Ici, on a les différents types d'armement. C'est ici que vous allez passer pas mal de temps, au moins pour comprendre quel est l'armement. Donc là, vous avez différents paramètres de l'armement. Vous voyez qu'ici, on est sur un armamentement explosif, donc qui va être efficace contre les unités non blindées ou légèrement blindées. Donc type infanterie ou véhicule léger. On a également une énergie cinétique. Donc c'est vraiment un bon canon automatique. Là, vous avez donc la pénétration. Ça va être la pénétration sur le blindage adverse. Ici, vous avez le HE, donc les dégâts sur les cibles légers. C'est la valeur explosive, donc c'est des cibles légères, l'infanterie, etc. La suppression. La suppression, c'est la capacité de l'armement à donc avoir une suppression sur la cible adverse et donc à la mettre en stress. Là, vous avez les portées très importantes à connaître. Donc, il faudra là-dessus après apprendre, passer du temps dans l'arsenal pour comprendre un petit peu les portées des unités, quelle est la bonne portée, quelles sont les moins bonnes portées. À chaque fois, vous avez de toute manière un code couleur. 1700 mètres, ça veut dire que pour cette catégorie d'armes, 1700 mètres, c'est pas mal. Okay. On a une précision, 77% de précision, c'est très très bien pour tous les armements. On a la précision en mouvement et différent ici. Voilà, ils appellent ça des attributs de tir, donc la cadence de tir, les temps de visée, durée de chargement, taille de la salve, etc. Donc là, vous avez vraiment tous les paramètres pour un armement. Ici, par exemple, on a la même chose, mais cette fois-ci pour le TOW 2, qui est un missile anti-tank. Vous voyez, avec par exemple une compétence très particulière à cette unité-là qui s'appelle Tandem. Donc voilà, là, il vous indique que ce projectile est spécialement conçu pour pénétrer les blindages réactifs. C'est des blindages réactifs, c'est une nouveauté dans ce jeu-là. On les verra notamment sur les tanks lourds. Donc là, on a une arme qui peut contrer cette efficacité-là de défense. Donc on retrouve les mêmes paramètres avec des statistiques différentes. Okay. Tout en bas de cette fiche, on a la santé de l'unité. Donc en fait, dégâts max ici, c'est la santé de l'unité. Vous avez des santé par barre ici, donc vous avez 10 barres de santé, en gros. Ce véhicule-là ne va pas dans l'eau. Il a une autonomie de 7 km. Pardon. L'optique est de moyenne. Vous avez différents types d'optiques dans le jeu. Vous avez des optiques qui vont de mauvaises à exceptionnelles. On va retrouver souvent les optiques mauvaises ou médiocres sur des blindés, par exemple. Et on va retrouver des optiques bonnes, très bonnes, exceptionnelles, notamment sur les unités de reconnaissance. Parce que le jeu intègre donc tout un système de vision. Et pour avoir le maximum de vision pour détecter les unités ennemies, c'est très important, il va vous falloir de la reconnaissance pour ensuite engager le feu dessus. La reconnaissance est vraiment très très important dans ce jeu-là pour détecter les troupes adversaires et avoir l'initiative. Donc là, vous avez la vitesse, la carburant que ce véhicule utilise, donc 750 litres. Donc vous voyez, là vous avez donc la furtivité. Furtivité, c'est par exemple furtivité mauvaise, c'est tout ce qui va être véhicule lourd, par exemple. Donc ici, on a une furtivité mauvaise. Les furtivités bonnes, ça va être tout ce qui va être infanterie et encore très bonne, exceptionnelle. Ça va être tout ce qui est reconnaissance. Hein. Forcément, le but c'est de se faire discret pour repérer les unités adverses. Là, vous avez donc la vitesse sur la route et puis ensuite, si c'est le déploiement avancé, cette unité-là n'a pas un déploiement avancé. Déploiement avancé, c'est ce que beaucoup de joueurs appellent donc le forward. Forward, déploiement avancé, c'est des unités que vous pouvez, au début de partie, déployer sur le terrain, plus proche de la ligne de front, on va dire, que les unités qui n'ont pas cet avantage-là.
Ici, tout en bas, on peut voir que cette unité est disponible uniquement dans cette division, donc la troisième division armée blindée américaine. À chaque fois que vous allez tirer avec cette unité-là, vous allez consommer du ravitaillement. Donc là, on a le coût en ravitaillement ici, ce qui se rejoint avec les véhicules de logistique de ravitaillement que nous avons vu tout à l'heure. Voilà en gros le plus important pour la création de deck. Après, vous avez différents menus. Pensez bien sauvegarder quand vous avez terminé votre deck. Et ici, vous pouvez changer le nom. D'accord. Donc on va voir maintenant de manière un peu plus poussée comment créer son deck. Quelles unités mettre dans le deck. Écoutez, on va retourner sur le pacte. Donc admettons, moi je suis un joueur qui aime bien plutôt la défense, construire quelque chose, gérer du ravitaillement. Je suis pas forcément fan des divisions très agressives qui vont essayer de gagner la partie, d'avoir un gros avantage en tout début de partie. Cependant, il faut comprendre que dans Warno aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc là je tourne la vidéo, on est quel jour? On est mardi, on est fin juin, 30 juin je crois, 30 janvier pardon. Donc l'avantage de ce que je vous expliquais, le déploiement avancé, la forward, ça reste quand même très important, notamment en 1 contre 1. Je préfère de loin le 1 contre 1 au multijoueur 2 contre 2 ou 10 contre 10. Mais voilà. Donc il faut tout d'abord que vous sachiez plutôt qu'est-ce qui est fort et qu'est-ce qui est moins fort déjà comme division, notamment si vous débutez sur le jeu. Et ensuite, qu'est-ce qui vous attire le plus? Moi je suis un joueur qui joue en fonction de ce qu'il préfère jouer comme gameplay, comme stratégie, mettre en place. Donc voilà, j'aime bien un truc assez défensif où on construit le jeu, mais qui dispose quand même d'une capacité en début de partie, donc avec le déploiement avancé. Et pour ce faire, donc j'ai créé un deck que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec la Berlin Est. Ah oui, quand vous êtes dans le menu Arsenal, donc vous cliquez une fois dessus. Et là, vous avez donc la composition entière du deck. On voit donc le nom, le pays, division, le point d'activation. Et là, on voit toute la compo du deck. D'accord. Alors, comment j'ai construit ce deck-là? Donc, on va le sélectionner. Donc, vraiment, l'objectif de la division là, c'est de prendre des points assez vite, idéalement avant l'adversaire, installer des défenses. Et après, donc, on peut laisser l'adversaire s'écraser sur nos lignes et on va défendre. Ou bien on va attaquer un point précis dès le début de partie, ça va dépendre contre quel adversaire on joue. Et on va lui mettre la pression. C'est vraiment une division assez intéressante là-dessus. Donc c'est une division où on va pas forcément être très mobile. On n'a pas de tank lourd, on n'a pas de tank très lourd, on n'a pas forcément une très bonne aviation. Les coptères c'est short. On a beaucoup de matos mais qui est en général moyen. On n'a pas de matos ultra spécialisé, sauf peut-être en DCA, en anti-aérien. On a beaucoup d'infanterie dans cette division-là, beaucoup de soutien. Donc on va jouer là-dessus. Alors, tout d'abord, donc, quand vous créez le deck, il vous faut donc les commandants. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est ce qui vous permet de capturer les zones. À savoir que dans une partie, si vous n'avez plus de commandants et que l'autre joueur capture des zones, il a gagné parce que vous n'aurez plus de possibilité de reprendre ces zones-là et donc vous n'aurez plus la capacité d'engranger des points. D'accord. La partie se faisant principalement avec les points. Alors, donc là, voilà, j'ai le contexte de mon deck. Je veux quelque chose d'assez fort en début de partie, mais qui va défendre et avec lequel je peux construire. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris déjà le commandant ici. Je me suis dit, il me faut un commandant, donc je l'ai ajouté. Donc toujours, vous allez sur le petit plus, hop, ici. Et donc on a le prix, tout ça comme expliqué tout à l'heure. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin également donc de ravitaillement pour ravitailler donc mes troupes, que ce soit en munitions, en carburant, et également pour les réparer, pour régénérer la barre de santé. Donc là j'ai un petit véhicule de ravitaillement, je peux en faire 10 et
ne coûte pas très cher, ça coûte 20. Et il me donne 500 de ravitaillement. Donc lui, ses missions, ça va être d'essayer de ravitailler des troupes sur le front dans des zones qui peuvent être assez risquées. Ici, j'ai un camion de ravitaillement donc, qui a plus de capacité de transport de ravito. Vous voyez, donc là, je peux en faire que 5, et ainsi de suite. Là, j'ai un gros hélicoptère de ravitaillement qui va me permettre, en fait, il faut toujours avoir une logique, qui va me permettre donc de ravitailler l'arrière du front. Donc que ce soit mon artillerie, parce qu'on verra, j'ai de l'artillerie dans ce deck-là, mais également, il va permettre aux autres véhicules de venir se ravitailler. Lui, il a une capacité de ravitaillement de 6000. Donc c'est un bon ravitailleur. Okay, il a une bonne résistance, hein, il a 15 PV et 20 CME. CME, c'est ce qui vous permet, c'est des leurres en fait. Alors, ils appellent ça de l'électro. C'est la contre-mesure électronique. Donc c'est la capacité à. Ça vous ajoute une capacité à éviter de vous prendre un missile dans la tronche. Donc voilà. Cette logique là, c'est donc j'ai déjà un commandant qui va me permettre d'avoir des zones. Et j'ai suffisamment de ravitaillement. Donc un pour les zones risquées, un pour les zones un peu moins risquées mais qui a plus de transport. Mais attention, il transporte plus de ravitaillement, il coûte plus cher mais je peux en faire moins. Vous voyez, je peux en faire que 5. Et puis enfin le gros hélico de ravitaillement. Ensuite l'onglet infanterie. Là il va falloir que vous passiez donc du temps pour essayer de comprendre qui fait quoi. Donc j'ai besoin d'être agressif en début de partie. Sans trop l'être non plus, mais au moins un peu de m'installer. Donc pour cela, vous avez de l'infanterie. Donc que vous retrouvez par exemple à gauche, ici, dans la liste. Vous voyez le curseur, on est à gauche. Et là, vous voyez une espèce de petit parachute sur le dessin du bonhomme. Vous voyez, il y a un petit parachute. Ça veut dire que l'unité peut bénéficier d'un déploiement avancé. On verra plus tard ce que j'ai. J'ai fait une précédente vidéo, on le voit d'ailleurs. Donc elle va arriver sur les points clés du champ de bataille avant les autres unités qui n'auraient pas cet avantage-là. Donc par exemple, elle est ici, donc on voit la troupe avec, suivez le curseur en bas à droite, donc ils sont 8 bonhommes, force 8, ça veut dire qu'ils sont composés de 8 bonhommes. Ici on a leur armement, comme vu précédemment avec le Bradley. Évidemment ils n'ont pas de blindage, ici on a différentes capacités. Donc ici on retrouve la compétence aéroportée, donc le déploiement avancé. Ils ont également une compétence choc et une compétence force spéciale. Tout ça va ajouter donc des atouts à l'unité qui va la rendre plus puissante. Cette unité là ne peut être transportée que par un véhicule, ce camion là. Et donc je peux la faire 4 fois uniquement. C'est une troupe d'élite. Vous voyez que par exemple là je peux en faire 4. On est en haut à gauche, je peux en faire 4. Mais si je souhaite monter cette unité en compétence en la faisant passer par élite, je ne pourrais en faire plus que 2 en disponibilité. Donc on retrouve encore cette mécanique là. Et c'est à chaque fois le même fonctionnement. Donc là, quand vous composez votre deck, il vous faudra forcément donc, des unités d'infanterie. Donc là j'ai une infanterie avec un lance-roquette, avec un RPG. Ici j'ai une infanterie avec un métis, c'est une espèce de... ça lance une arme qui lance des missiles anti-chars sur une portée de 1700 mètres. Donc ça va être très important pour vous de vous familiariser avec la portée des différents armements. Donc il vous faut dans un premier temps ici donc une base d'infanterie. Vous voyez par exemple là j'ai pris cette infanterie là. Pourquoi ? Parce que elle coûte 45, pas très cher, force 7. Et je vais pouvoir donc la mettre dans un véhicule blindé. Vous voyez, par exemple ici elle peut venir en différents types de transports. Et ici je choisis donc de la faire venir dans un BMP qui a cet armement là, ce blindage. BMP qui pourra soutenir le déploiement de l'infanterie. Donc il vous faudra toujours une base d'infanterie pour aller capturer des bâtiments, progresser dans des forêts, etc. etc. Okay. Donc là j'ai décidé d'en prendre quand même pas mal. J'ai une division, vous voyez, qui me permet d'avoir tout un tas d'infanterie. On a ici des infanteries lance-flammes. RPO c'est le lance-flamme, vous voyez avec le petit dessin jaune derrière d'un mec qui propulse le feu.
Ici on a une espèce de canon anti-tank et ici on a différents, donc ce qu'on appelle des ATGM, donc des lanceurs de missiles anti-tank. Pensez toujours bien à diversifier, donc selon vos envies, mais également selon ce qu'il faut pour maintenir un front, une efficacité au combat. Donc principalement les infanteries de ligne, très utiles, et après pensez à mettre en fonction de votre division tout ce qui va être missile anti-tank. C'est important d'avoir cet équilibre là. La TGM, vous allez le mettre dans un point clé, dans un endroit clé de la carte, dans un bâtiment qui va interdire l'accès à l'adversaire sur une certaine zone du terrain, donc c'est très important. Là sur l'onglet artillerie, donc vous avez différents types d'artillerie que vous pouvez déployer selon vos préférences. Toujours donc prendre des unités en fonction de la stratégie que vous souhaitez mettre en place et d'où est orienté le deck. Si vous avez un deck blindé, un deck soutien, etc. Là j'ai un deck qui me permet d'avoir du soutien. Alors c'est un deck d'un joueur contre un joueur. C'est pas un deck conçu pour du 2 contre 2, 3 contre 3 et plus. Là on est vraiment sur un deck pour du 1 contre 1. Donc vous avez différents types d'artillerie. Ici vous avez donc de l'artillerie canon que j'ai décidé de mettre dans le deck. Pourquoi ? Parce qu'on a une bonne portée. Okay. On a 28 mm de portée. C'est une artillerie qui peut tirer sur toute la carte. On a donc tous ces dégâts encore ici. Et en fait cette artillerie là je vais la coupler avec une autre artillerie qui a moins de portée mais qui fait plus mal. Et donc l'idée c'est de fusionner donc, ces deux artilleries là. Donc en tout je peux en faire 4 pièces et qu'elles tirent en même temps sur une cible. À savoir que ce sont des types d'artillerie qui, à l'aide d'une unité de reconnaissance, vont être plus précises. Donc elles peuvent tirer assez loin derrière les lignes ennemies. Elles vont être précises mais pas trop. Si sur la ligne de front j'ai une unité de reconnaissance assez proche de la cible adverse, et bien autour de l'unité de reconnaissance, j'aurai une zone où l'artillerie sera plus précise. Et donc on va avoir cet intérêt là. Pourquoi ça va me permettre de déloger donc, des lance-missiles dans des bâtiments, de taper donc, des cibles à portée auxquelles je n'ai pas forcément l'envie d'aller au contact ou bien qui sont inaccessibles directement. Okay, donc on a différents types. Là vous avez donc une artillerie donc à pièce fixe avec toujours son transport. Pourquoi ? Pour pouvoir la déplacer si jamais je subis de la contre-artillerie. Donc toujours le transport à proximité. Si je vois que l'adversaire a aussi une artillerie et qu'il vient faire de la contre-batterie, je vais pouvoir prendre mon véhicule et déplacer ma pièce de manière plus rapide. Donc pensez toujours garder à proximité votre pièce d'artillerie. Je ferai un tuto sur comment gérer l'artillerie en partie. Vous avez donc ici des mêmes pièces d'artillerie, mais cette fois-ci montées sur un châssis. Et puis vous avez les lance-roquettes multiples qui vont avoir pour effet donc, de taper une zone plus large pour démoraliser l'adversaire ou pour lui causer des dégâts. Ici donc, vous avez un lanceur missile qui va causer des dégâts HE, donc qui principalement donc efficace contre les cibles légères. Vous pouvez en faire deux. L'idée c'est pour avoir un maximum d'efficacité, c'est de coupler les deux en même temps et faire un tir simultané. Vous avez différents types d'artillerie. Donc là, dans l'idée du deck, pour la construction de ce deck là, juste ces deux pièces là pour moi me suffisent pour aller donc taper des endroits précis sur le front. Donc neutraliser par exemple de la DC adverse, des ATGM ou de l'infanterie immobile. Alors, ce deck là ne se tourne pas trop sur les chars d'assaut, sur les tanks. Cependant, on a quand même une certaine profondeur qui me permet quand même de jouer la division et de la tenir. Et de tenir le front. Donc vous voyez ici, vous pouvez avoir donc un véhicule tank de commandement. D'accord ? Donc c'est lui peut capturer les zones. On retrouve le trait en haut à droite. Et donc, toujours avoir un tank de commandement, ça peut être efficace pour aller prendre des zones qui sont sous le feu adverse. Vous allez prendre la zone, après vous pouvez, une fois que la zone est prise,
vous pouvez retirer votre commandant de la zone restera à vous. Si l'adversaire n'a pas, lui, un commandant sur cette zone-là. Donc si la zone, il y a zéro commandant, vous envoyez votre commandant, vous capturez la zone, vous retirez votre commandant, la zone est encore à vous. Donc l'adversaire n'aura pas ramené le sien. Donc ici, donc un tank de commandement, voilà, pour aller prendre des zones un peu sensibles, parce que souvent, dès que l'autre adversaire va voir votre commandant, il va souvent tout faire pour le détruire. Ce sont des cibles clés. Ici, donc, on a un canon qui va être principalement donc, anti-tank, même s'il peut taper les unités légères comme les infanteries. On lui retrouve ici un missile avec une pénétration de 18, ce qui est pas mal, avec une portée de 2800 mètres. Ça, c'est la portée maximale dans le jeu, pour tout ce qui va être lanceur de missiles, avec une bonne précision. Donc lui, vous voyez, l'intérêt, c'est que vous pouvez le cacher donc, dans les buissons. Il a une furtivité qui est bonne. C'est l'une des meilleures furtivités du jeu, après c'est exceptionnel. Et donc on reste toujours dans l'idée de prendre une position et de défendre. Donc dans un canon pour un gameplay défensif, c'est pas mal. Alors c'est assez difficile à jouer parce que en réalité il a, vous voyez ici, dégâts max, il a 3 de PV. Donc 3 de PV c'est assez fragile, donc il faut le jouer avec précaution. Donc je le fais venir toujours avec un petit camion armé. Comme ça en fait le véhicule ne se vend pas automatiquement parce que vous avez une option qui vous permet de vendre les véhicules automatiquement, les véhicules de transport qui ne sont pas armés. Vous pouvez les vendre. Donc ça c'est un peu plus dans le détail, on verra ça plus tard quand on abordera les paramètres du jeu. Et là l'idée du deck c'est d'avoir donc une certaine profondeur de tank. Ici on a des tanks qui sont moyens. Elle coûte 100, on a un bladage de 10. Je peux en faire 8 par carte. Vous voyez que si je souhaite augmenter l'efficacité, je peux le faire. Et je descends à 3 tanks par disponibilité. Alors ça, après, il faut faire des parties. Vous voyez comment vous jouez. Si c'est par exemple c'est 16, là j'ai 2 fois le même tank. J'ai 16 unités de ce tank là que je peux déployer sur le terrain. Vous voyez, vous faites des parties, si les 16 c'est trop, vous pouvez les améliorer. Ça vous en fera plus que 10, mais ils seront meilleurs. Ok. Donc si vous finissez la partie et qu'à chaque fois il vous en reste plusieurs qui ne sont pas dépensés, améliorer les tanks c'est pas mal. Okay. Et ce qui est intéressant dans cette division là, c'est qu'on a quand même des tanks qui commencent à devenir un peu plus lourds. Là on a vraiment un tank moyen, mais on commence à rentrer sur du char lourd. Et vous voyez ici le prix à 250. Donc on a un char lourd, il est blindé. Et vous voyez qu'on a un blindage réactif explosif. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au Bradley. Donc les chars peuvent disposer, certains chars peuvent disposer de cette arme-là. Ça vous permet de contrer les munitions anti-char. Tout ce qui va être hit. Donc voilà, les tanks, ça va vous permettre donc dans le jeu à avoir un canon mobile. Alors ils sont pas du tout furtifs, donc ils se font repérer d'assez loin. Donc après vous avez différents types de gameplay. Ici ça va vous permettre de soutenir un assaut ou de les déployer rapidement à un endroit du front pour défendre une zone. C'est quand même efficace de jouer en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo qui commencent le jeu, prenez des divisions qui disposent quand même de tanks assez bons, parce que c'est un gameplay c'est un style de jeu qui va être plus facile que bien d'autres. Donc ici en reconnaissance, moi je pars sur le principe où il vous faut un minimum 10 reconnaissances dans votre deck. Différents types de reconnaissances possibles. Alors là je suis assez limité. J'ai décidé de prendre cette reconnaissance là. Ils sont que 4 bonhommes dans une petite Jeep. Là ils sont 4 bonhommes 4 bonhommes légèrement armés. Ils ont quand même un petit RPG au cas où ils croisent un petit véhicule dans une forêt ou sur une ligne de ravitaillement. Et puis ici on a de l'infanterie de reconnaissance lance-flamme. Donc voilà, on a ici
Tout en bas, vous voyez l'optique de la reconnaissance qui est très bonne, donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez de la reconnaissance, ces petites reconnaissances à pied là, ça va être intéressant parce elles sont furtives, très très furtives, donc elles sont très difficiles à l'adversaire pour les repérer. Vous allez pouvoir les mettre donc dans les bâtiments, les forêts, derrière les lignes ennemies. Donc c'est plutôt pas mal à disposer un peu partout sur le front. Ici, comme ils sont pas beaucoup, eux ils sont pas beaucoup, donc ils coûtent pas forcément très cher. Ça coûte 40, donc ça va. C'est des prix relativement raisonnables. Puis après, vous pouvez passer donc sur sur de la reconnaissance en véhicule. Ici, vous avez l'excellent BRM que j'ajoute ou que je retire de mes decks selon mes envies. Mais l'intérêt, c'est que vous avez une reconnaissance mobile qui peut accompagner un groupe d'assaut, qui peut se déplacer rapidement sur le front si vous avez besoin d'une reconnaissance, et qui a tout de même une optique exceptionnelle, donc la meilleure optique du jeu. Ce véhicule-là a une optique encore meilleure que celle-là. Elle voit mieux que cette troupe-là. L'inconvénient, évidemment, c'est que vous avez une furtivité qui est médiocre. Donc, cette unité-là peut voir très bien, mais elle se fait aussi repérer très bien, très facilement. Donc, toujours varié. Donc, vous avez aussi des hélicoptères de reconnaissance qui existent, avec des furtivités très bonnes ou exceptionnelles, qui voient vraiment très très loin. Donc là, c'est des très bonnes unités de reconnaissance, donc à mettre dans vos decks quand vous en avez la possibilité. Ici au niveau de la DCA, donc vous avez donc, ce qu'on appelle des manpads. En fait, ils ont des petits armements à main, ici, qui vont taper les hélicoptères principalement, les avions aussi. Donc on retrouve les paramètres ici. Donc vous avez la portée pour toucher les hélicoptères de 2400 mètres et la portée pour toucher les avions de 2100 mètres. L'inconvénient de ces choses-là sur les avions, donc c'est une portée assez restreinte pour taper les avions qui vont vite dans le ciel, et également donc le temps de visée, ici qui est de 2,12 secondes. Donc l'avion, vous n'avez pas beaucoup de temps pour le viser, et quand vous le visez, vous n'avez qu'un seul coup possible. Et là, en plus, la portée est très basse, mais l'avantage c'est que ça ne coûte pas cher, vous pouvez en faire plusieurs. C'est assez discret, donc voilà, on a une furtivité exceptionnelle, donc vous pouvez les mettre un peu partout sur la carte. L'ennemi aura du mal à les repérer. Donc on a toujours cette contrepartie là, chaque unité présente un avantage, un inconvénient. Par exemple ici vous avez donc un véhicule anti-aérien, donc il dispose de 8 missiles qui font 5 de dégâts, avec une portée toujours plus importante contre les hélicos contre les avions. Donc c'est vraiment une arme plus efficace contre les hélicoptères. On a 2825 mètres de portée contre les hélicoptères, donc c'est-à-dire qu'on c'est kiff avec la portée maximum des missiles anti-chars, anti-véhicules que disposent les hélicoptères adverses. On a 50% de précision, ce qui est bien, sans être très bien, c'est la moyenne. Et donc enfin je peux en faire 6 par carte, toujours, je peux augmenter... regardez en haut à gauche, si j'augmente la précision, admettons que je mets cette unité là en expérience vétéran, je peux en faire que 2, mais je passe de 50% de précision à 60. D'accord ? Donc ça c'est des unités que vous pouvez grouper par 2 ou 3 pour avoir un maximum de chances de taper la cible adverse. A savoir qu'un hélicoptère, s'il vous voit tout seul, un Apache peut très bien venir vous détruire. Même si vous êtes un armement anti-aérien, l'Apache a tout de même ses chances de vous détruire. Donc toujours penser à doubler la troupe pour vraiment bien couvrir la zone aérienne autour de cette unité là, pour vous protéger vous et les unités autour. Donc cette unité, vous voyez, là j'en ai 12 de disponibles, donc je peux facilement en faire plusieurs, donc je peux les paquer par 2 ou 3 sans souci. Cette unité là ne dispose pas de radar, donc elle n'est pas sensible à ce qu'on verra plus tard. En fait, vous avez des avions SEAD, SEAD. C'est des avions qui vont avoir des systèmes d'armement anti-radar. Ils vont détecter le radar d'une DCA adverse et ils vont la détruire. Donc là, cette unité-là, comme elle ne dispose pas de radar, elle n'est pas sensible à l'armement de cet avion-là. Donc ce qui est plutôt un gros avantage quand vous êtes en partie, parce que ça vous évite de
de couper les radars manuellement. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Donc ça lui fait une menace en moins. Donc en parlant d'unité avec du radar, vous avez cette unité-là et cette unité-là que j'aime beaucoup, qui est disponible dans mes deux divisions quasi préférées, hein, donc ces deux-là. Donc c'est le Buck, le redoutable, arme spécifique au pacte, la meilleure DCA du jeu. Alors le seul inconvénient, c'est que vous êtes radar. Donc vous êtes radar et vous n'avez pas de blindage, pas beaucoup de vie, vous avez, vous voyez, des dégâts max 6. Donc le moindre seed ennemi qui arrive, il vous balance un missile, il vous touche, ben vous explosez quoi. Au revoir, bye bye. Cette unité là, vous pouvez la faire que 2 fois et elle coûte 180. Donc c'est vraiment, on rentre dans des élitismes. C'est assez cher. Il y a une disponibilité assez basse pour cette division là, à savoir que dans l'autre division qui dispose de cette unité là, vous pouvez en faire 4. Donc là c'est vraiment le top du top. Donc 180, mais le prix est justifié tout de même. Pourquoi? Alors on n'a que 4 missiles. Donc quand vous jouez cette unité là, pensez toujours à lui mettre à côté un camion de ravitaillement, une unité pour ravitailler les missiles, parce que ça part vite. Et si vous êtes à court de missiles, c'est très embêtant quoi. Donc pour avoir une capacité antiaérienne toujours opérationnelle, pensez à coupler toujours ces unités là avec des missiles. Vous voyez par exemple cette unité là dispose seulement de 3 missiles. Donc c'est assez complexe. Donc vous voulez jouer avec des unités de ravitaillement. Quand un avion SEED rôde dans le coin, vous coupez les radars. Mais ça c'est plus technique, on verra ça plus tard sur des vidéos qui traitent vraiment de gameplay. Donc très bonne unité, vraiment c'est l'une de mes unités préférées du jeu. On a 6000 mètres de portée contre les avions et 3000 contre les hélicoptères. Tout ce qui va être radar va être de manière générale plutôt efficace contre les avions. Donc on va avoir des bonnes portées contre les avions. Mais voilà, on est une menace par rapport au SEED adverse. Là vous avez des hélicoptères. Ici c'est des hélicoptères principalement donc roquettes, comme particularité d'être plutôt faibles en point de vie. On peut les faire par deux. Une roquette c'est voilà contre l'infanterie, les véhicules légers. Et ici vous avez du MI plus lourd avec des missiles ATGM. Alors juste avant, hop là, je reviens sur l'onglet DCA. Toujours donc dans l'optique de la division, on souhaite avoir une bonne couverture DCA. On n'a pas forcément, on verra plus tard, mais on n'a pas forcément beaucoup de bons chasseurs. On a des mauvais chasseurs, donc on va avoir besoin donc d'une DCA pour vraiment protéger notre front, défendre l'intégralité de notre front. Et ça va être vraiment très très important de garder une bonne efficacité antiaérienne, surtout contre certaines divisions qui vont vraiment se baser là-dessus. Et il faut comprendre que sur le jeu, si vous n'avez plus de défense antiaérienne ou vraiment que vous avez une mauvaise défense antiaérienne, l'adversaire prendra l'avantage assez facilement. Il va vous envoyer des hordes d'avions et d'hélicoptères et vous ne pourrez rien faire. Donc toujours avoir une bonne défense antiaérienne là, et donc là dans le contexte de la division de défense et de maintenir le front, et bien on dispose de super armements comme le Cub que je viens de rajouter donc aujourd'hui dans ce deck là, plus le Buck, qui sont des outils exceptionnels pour remplir le rôle de l'idée où l'on veut tourner la division. Et puis ça va faire en sorte de compléter, en tout cas de boucher le défaut d'avoir de mauvais chasseurs. Donc les hélicos pareil, hein, on n'en a pas beaucoup, on a vraiment des slots qui coûtent vite fait assez cher, on n'en a pas beaucoup. Donc écoutez, moi je mets juste 3 points. 3 points d'activation pour mettre ces deux hélicoptères là. Et puis c'est nettement suffisant. Et enfin donc notre onglet aviation. Il faut comprendre que ce deck là ne va pas être tourné aviation, on va être sur du support. Toutefois ça peut être intéressant si des opportunités se présentent d'utiliser donc de l'aviation de soutien. Alors ici donc on a dans un premier temps le chasseur qui va nous permettre donc de traiter évidemment les avions adverses, mais aussi les hélicoptères. Donc on a un canon de 23 mm qui est sympa avec des missiles qui font plus ou moins le taf.
On a une très bonne agilité avec une optique bonne, du CME de 10%, donc c'est rien d'exceptionnel, et une bonne vitesse. Voilà, il coûte 155, on peut en faire 3, donc on peut 3 c'est pas mal. Ça va être un chasseur moyen, c'est pas exceptionnel, mais ça peut dépanner. Ça peut être intéressant si l'adversaire prend trop la confiance et joue trop à aviation, on peut les sortir en complément évidemment de notre DCA principal au sol. Alors, pourquoi je prends ces avions-là? Coûte pas cher, 135, c'est des bombardiers HE. Ils vont taper donc principalement l'infanterie. Les véhicules légers, ça peut les détruire. Et les chars, en général, les chars lourds, il faudra 2 bombardements, donc 2 avions, pour détruire un char lourd. Parce que le HE n'est pas fait pour détruire donc, les chars. Donc ici, on a un avion qui coûte 135, je peux faire en 3 fois, donc 3 fois c'est pas mal. Il n'a pas beaucoup de santé. La vitesse, ça va. Il n'a pas beaucoup de protection, donc de contre-mesure. Donc voilà, bah, toujours par rapport au prix, les compétences, il faut voir ça. Donc là, c'est vraiment du soutien de base. Si je détecte une faille, une unité adverse qui s'éloigne trop de son système de DCA, boum, on peut frapper. Ici, j'ai un avion donc, qui propulse des missiles anti-tank. On les voit donc ici à droite sur la fiche technique. C'est une pénétration de 30, donc ça fait super mal. Elle a la capacité de détruire la majorité des véhicules adverses en un coup, voire 2 coups pour les plus blindés d'entre eux. Et en fonction de l'endroit où vous allez les taper. On a une précision donc de 50%, sachant que plus vous allez vous rapprocher de la cible adverse, plus votre missile sera précis. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez tirer votre missile. Une fois que le missile est tiré, ici c'est indiqué, vous pouvez vous déplacer et commencer à vous replier, à quitter la trajectoire. Donc vous avez quand même une chance de taper le véhicule adverse, ce qui vous permet en fait de vous tirer, vous faites le virage et vous ne serez pas ou très peu dans la zone de tir de la DC adverse. Vous avez différents types d'avions encore possibles, des roquettes mais qui sont plutôt faibles dans la méta actuelle du jeu. Et puis des avions cluster, c'est des avions qui vont larguer des petites bombes à fragmentation qui vont être efficaces contre les véhicules. Par exemple, cet avion-ci, il va falloir, pour détruire les chars, ça va être compliqué en réalité parce que vous n'en avez que 2 par rapport à celui-là qui tire les missiles. Là, le cluster, donc le bombardier à fragmentation, on peut en faire que 2. Il coûte plus cher que l'autre avec ses missiles. Alors, sachant que pour détruire un char lourd, parmi les chars les purs du jeu, vous ne le tuerez pas en un coup. La plupart du temps, vous allez gravement l'endommager, mais il ne sera pas mort. Il ne sera pas détruit, le char adverse. Et alors que vous aurez ce coup-ci besoin de passer vraiment juste au-dessus du char adverse pour larguer vos bombes. Il va bombarder en piqué, donc vous passez vraiment au-dessus du char, donc vous êtes beaucoup plus sensible au système anti-aviation adverse. Donc au niveau du prix moins cher, je préfère celui-là. Au niveau du prix, il est moins cher, donc avec ces missiles, moins cher, je peux en faire plus et en général, je peux même toucher plus. J'ai 2 coups, donc je peux passer en fait 2 fois même. Je peux faire 2 passages parce que j'ai 2 missiles, donc c'est vraiment pour moi meilleur. Puis vous avez d'autres avions qui ont des bombes napalm. Après, pour tout ce qui va être efficace des unités, ça c'est à vous de tester sur le terrain, ce qui vous plaît, ce qui vous ne plaît pas. Mais voilà. L'important, ça va être de prendre des decks qui vont être en accord avec votre pensée. Par exemple, ici vous avez la 11e para, où vous voyez, on a très peu de chars, on a que des sagas, ce sont des petits chars légers. On n'a pas beaucoup d'hélicos de combat, que des gazelles canons, mais on a une grosse aviation avec beaucoup d'infanterie d'élite. Et on y retrouve ici là les petits parachutes, donc c'est des unités que vous pouvez faire forward, donc les déploiements avancés. Donc beaucoup d'infanterie, pas mal de reconnaissance, beaucoup d'avions, mais comme toute division, enfin comme la plupart des divisions parce qu'il y en a qui ont tout, celle-ci elle a des défauts au niveau de la DCA, au niveau des hélicoptères, de l'artillerie. Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, si vous prenez la 119e russe, c'est une division qui va être très portée sur les tanks. Et vous voyez qu'ici vous avez donc encore une fois une
panoplie de tanks que vous pouvez créer qui coûtent vraiment cher. Là, on est sur les chars les plus lourds du jeu. Avec 21 blindages, un bon canon, une belle portée. Il dispose même d'un missile. Mais comme à chaque fois, donc elle va avoir des défauts qui vont se tourner donc sur son aviation. On a une belle panoplie d'avions de chasse, mais on n'a pas forcément de bons avions de soutien. C'est pareil au niveau de l'infanterie, ça va pêcher. On n'a pas beaucoup d'infanterie disponible. Ça va être exclusivement d'infanterie de front. Alors on a infanterie d'élite, mais bon, après ça dépend vraiment de vos préférences. Moi j'ai préféré tourner sur l'infanterie de ligne. Et vous voyez, même en logistique, on va être assez limité. Donc voilà. Mais écoutez, je pense que pour la création de deck, on a vu les choses les plus importantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je ferai peut-être des vidéos sur la création de decks par division. Ça pourrait être intéressant pour donner une idée de comment jouer les divisions pour les nouveaux joueurs. Voilà les gars, bah écoutez, on se dit à la prochaine. Allez, à plus.